Ce chapitre est intitulé Algorithme du simplex en tableau. Dans ce chapitre, on va organiser toutes les opérations algébriques qu'on a déjà effectuées lors du chapitre du simplex et on va reprendre toutes les étapes sur des tableaux organisés. Ce chapitre est composé de 4 sections. Dans une partie introductive, on va rappeler les étapes principales de l'algorithme du simplex. Dans la deuxième section, on va définir un tableau simplex ainsi que toutes ses composantes. Dans la troisième section, on va expliquer les différentes étapes de l'algorithme du simplex en tableau. Et dans la dernière section, on va généraliser cet algorithme pour un nombre de variables de décision quelconque. Commençons par la partie introductive. Je signale que dans le chapitre de l'algorithme du simplex, on a vu une présentation algébrique de l'algorithme et on a expliqué qu'il s'agit, à partir d'une solution de base qui correspond à un sommet de la région réalisable, à chaque itération, de choisir comme variable entrante celle qui possède le coefficient le plus élevé dans la ligne de la fonction objectif. C'est-à-dire graphiquement, on choisit la direction qui garantit le plus grand taux d'accroissement pour la fonction objectif. Et puis, on choisit comme variable sortante la première variable de base à s'annuler, c'est-à-dire graphiquement la première contrainte rencontrée dans la direction choisie. Et finalement, on fait une opération de pivotage, c'est-à-dire la variable entrante prend la colonne de la variable sortante dans le système d'équations. Autrement, on remplace la variable sortante par celle entrante et on fait disparaître la variable entrante de toutes les autres équations. On verra dans ce chapitre une autre façon de présenter les mêmes calculs sous forme de tableau, c'est ce qu'on appelle simplex en tableau. Et puis dans un autre chapitre, on verra les différentes questions qu'on peut envisager durant les différentes étapes de l'algorithme. Toutes les opérations qu'on va effectuer sur le tableau, au niveau des coefficients, correspondent exactement aux opérations sur le système d'équations algébriques qu'on a déjà vu dans le chapitre précédent. Dans cette deuxième section, on va définir la notion de tableau simplex à la base de l'exemple introductif qu'on a considéré depuis le premier chapitre. On considère ici le problème standard qui contient la fonction objectif, les contraintes d'inégalité. Et puis on ajoute les variables d'écart pour rendre toutes les inégalités sous forme d'égalité. Puisqu'on a ici 3 contraintes principales, donc on ajoute 3 variables d'écart x3, x4 et x5. À partir de là, on peut définir un tableau simplex qui est constitué des coefficients des équations algébriques qu'on a déjà vu dans le chapitre précédent, sans le nom des variables. C'est-à-dire un tableau qui contient seulement les coefficients de la fonction objectif, les coefficients des variables dans le membre de gauche des contraintes, et puis les coefficients du membre de droite. On sépare les différentes lignes par une barre horizontale et les coefficients du membre de gauche des contraintes des coefficients du membre de droite par une barre verticale. Alors, à partir de notre système algébrique qui contient seulement les équations, on peut construire à la base de la définition précédente le tableau suivant, où l'on a ajouté au-dessus du tableau le nom des variables, juste pour voir à quelle variable correspond chaque colonne du tableau. Alors, on peut remarquer plusieurs caractéristiques associées à ce tableau. Premièrement, les valeurs du membre de droite donnent les valeurs courantes des variables de base. Et puis, la première ligne donne l'opposé des coefficients de la fonction objectif. Après, le dernier coefficient dans la première ligne donne la valeur courante de la fonction objectif. Et finalement, on peut identifier les variables de base à une colonne de coefficients de la matrice identité et à un coefficient objectif nul.
Par conséquent, à partir de ce tableau initial, on peut lire la solution courante dont les variables de décision sont nulles, ce qui correspond à la mise hors base des variables lors de la première initialisation de l'algorithme du simplex. Maintenant, on va décrire les différentes étapes de l'algorithme du simplex en tableau. Et pour la première itération, dans laquelle on va choisir la variable entrante, on sélectionne la variable x2 associée au coefficient le plus négatif dans l'expression de la fonction objectif, ce qui correspondait à la variable associée au coefficient le plus élevé ou bien le plus positif lorsqu'on a considéré les systèmes algébriques. En fait, il s'agit de la même chose. Sauf que dans le tableau simplex, on considère l'opposé des coefficients de toutes les variables qui figurent dans l'expression de la fonction objectif. On indique cette sélection de la variable entrante dans le tableau en encadrant la colonne de la variable entrante que l'on appelle la colonne pivot. Maintenant, il faut choisir la variable sortante comme étant la première variable de base qui s'annule. Comme on l'a vu dans le chapitre précédent, on calcule le minimum du rapport du coefficient du membre de droite de chaque contrainte sur le coefficient correspondant de la colonne pivot lorsqu'il est strictement positif. Pour notre situation, on calcule ce minimum qui est atteint pour ce terme. Dans le cas où le coefficient dans la colonne entrante est négatif ou bien nul, la ligne n'est pas prise en considération dans le calcul du minimum. À partir de ce minimum, on peut chercher la variable sortante comme étant la variable de base qui figure dans la ligne où le minimum est vérifié. Ici, il s'agit de la deuxième ligne qu'on appelle ligne pivot et donc la variable sortante sera x4. Je rappelle qu'une variable de base est toujours associée à un coefficient 1 dans la ligne pivot et puis un 0 dans les autres lignes. C'est-à-dire que c'est une variable qui appartient à la colonne identité. On encadre alors cette ligne pivot où le minimum est vérifié. L'intersection de cette ligne pivot qui contient la variable sortante et la colonne pivot qui contient la variable entrante détermine un coefficient qu'on appelle élément pivot. L'itération simplex suivante consiste à déterminer un nouveau sommet, c'est-à-dire faire entrer la variable entrante x2 dans la base, ou encore faire apparaître la variable entrante dans la ligne pivot qui contient la variable sortante x4. Et puis faire disparaître cette variable entrante de toutes les autres lignes à part la ligne pivot. Pour effectuer cette opération, il suffit d'amener un coefficient 1 à la place du pivot en divisant la ligne pivot par le coefficient pivot. Et puis, il faut éliminer la variable entrante des autres équations en retranchant chaque fois un multiple de la nouvelle ligne pivot en suivant la même opération algébrique qu'on a vue dans le chapitre précédent. Je précise ici que l'on doit utiliser dans cette seconde opération un multiple de la ligne pivot à l'exclusion de toute autre ligne, sinon on va détruire la matrice identité. Alors, à partir de cette opération, on peut lire la solution de base et la nouvelle valeur de la fonction objectif. Passons maintenant à la deuxième itération, où l'on va reprendre les mêmes opérations. Le premier pas de cette deuxième itération consiste, comme d'habitude, à déterminer la variable entrante. Dans notre cas, il s'agit de la variable x1 associée au coefficient le plus négatif, dans la fonction objectif. Alors, on sélectionne cette colonne pivot. Le second pas de cette itération consiste à déterminer la variable sortante. C'est-à-dire qu'on va calculer le minimum du rapport des coefficients du membre de droite sur le coefficient correspondant de la colonne entrante lorsque
ce coefficient est strictement positif. On voit bien que ce minimum correspond à la dernière ligne où l'on peut lire la valeur de la variable x5 qui représente la variable sortante. Et on encadre cette ligne pivot. Le dernier pas de l'itération simplex consiste à déterminer la nouvelle solution de base après avoir amené un coefficient 1 à la position de l'élément pivot et puis éliminer cette variable entrante des autres équations à l'exception de la ligne pivot en utilisant des opérations algébriques similaires à l'itération précédente. Maintenant, on peut lire la nouvelle solution de base ainsi que la nouvelle valeur de la fonction objectif. Alors, si on essaie de passer à une troisième itération, on doit d'abord choisir la variable entrante. Mais à partir de l'expression de la fonction objectif, on peut constater qu'il n'y a aucune variable candidate pour entrer à la base. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune variable associée à un coefficient négatif. Et on peut conclure que ce tableau est le tableau final de l'algorithme du simplex qui donne la solution de notre exemple ainsi que la valeur optimale du profit. Je rappelle ici que les opérations que nous étions en train d'effectuer sur les tables simplex correspondent exactement aux opérations associées au système algébrique qu'on a vu dans le chapitre précédent. Et puis, comme on l'a déjà expliqué, ces opérations déterminent le chemin suivi par l'algorithme du simplex qui est illustré sur cette figure. D'abord, on part de l'origine, c'est-à-dire le point 0, 0, et puis lors de la première itération, on va suivre la direction de x2 vers le point 0,6. Et puis, durant la deuxième itération, on se dirige vers le point 2,6. Et donc, la troisième itération détermine l'optimalité de ce point, où le profit est maximum. On verra dans un autre chapitre les différentes questions qu'on peut envisager lors de l'exécution de l'algorithme du simplex. Par exemple, ici, on a supposé que l'on pouvait toujours trouver une solution de base de départ réalisable et qu'à chaque itération, il y a toujours une variable de base sortante. On va voir dans le chapitre suivant comment on peut démarrer l'algorithme si toutes les contraintes initiales ne se présentent pas sous forme de contraintes d'inégalité du type inférieur ou égal, ou avec un nombre de droites positif. On va traiter également la question de la non-existence d'une variable candidate pour quitter la base. Dans cette dernière section, on va essayer de résumer l'algorithme du simplex en tableau. Alors, pour démarrer l'algorithme du simplex, on commence par une initialisation dans laquelle on ajoute les variables d'écart aux contraintes d'inégalité. Et puis, il faut mettre les variables originales hors base et les variables d'écart dans la base. Et donc, on peut regrouper ces données sur ce tableau simplex. Le premier pas de cette itération consiste à déterminer la variable entrante qu'on va noter par xe. C'est une variable hors base dont le coefficient est le plus négatif dans la fonction objectif. Et donc, on peut sélectionner cette colonne pivot dans le tableau simplex. Le deuxième pas de cette itération consiste à déterminer la variable sortante comme étant la première variable de base qui s'annule. Pour cela, on peut calculer le minimum du rapport du coefficient du membre de droite sur le coefficient de la variable entrante dans la même ligne lorsque ce coefficient est positif. Le L qui figure ici détermine la ligne où ce minimum est vérifié. Et donc, on peut sélectionner cette ligne pivot qui contient la variable sortante. Le troisième pas de cette itération consiste à faire un pivotage, c'est-à-dire la variable entrante qu'on a notée par x indice E remplace la variable sortante qu'on a notée par x indice S dans la base. Pour cela, il faut exprimer la fonction objectif
en fonction des nouvelles variables hors base. Et puis, il faut expliciter le système d'équation des contraintes en fonction des nouvelles variables de base. Pratiquement, pour effectuer ces deux opérations, il faut amener un coefficient 1 à l'élément pivot, c'est-à-dire l'intersection de la colonne pivot et la ligne pivot, en divisant ce coefficient par le coefficient pivot. Et puis, il faut faire disparaître cette variable entrante dans les autres lignes, c'est-à-dire amener des zéros dans le reste de la colonne pivot en ajoutant aux autres lignes un multiple de la ligne où l'on a amené le coefficient 1. On peut donc lire la valeur de la solution ainsi que la valeur de la fonction objectif, et si l'optimum n'est pas atteint, c'est-à-dire si la fonction objectif contient encore un coefficient négatif, on passe au pas 4 pour entamer une nouvelle itération et reprendre le pas 1, et ainsi de suite jusqu'à l'obtention d'un optimum.